À la une de l'actualité au Togo, à l'appel de l'opposition, des milliers de manifestants demandant le départ du président Faure Gnassingbé sont à nouveau descendus dans les rues de Lomé ce mercredi. La guerre en République démocratique du Congo fait grossir le flot des réfugiés en Zambie voisine qui peinent à les accueillir. Et puis, sous pression du président américain Donald Trump, la Colombie a annoncé une saisie historique de 12 tonnes de cocaïne d'une valeur estimée à 360 millions de dollars. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Au Libéria, 2 jours après la suspension du processus électoral, le ton est monté du côté de la formation politique de George Weah, candidat arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. Le CDC réclame la relance rapide du processus électoral et la tenue du second tour, dont la date n'est pas encore connue. Au Libéria, le Congrès pour le changement démocratique, parti de George Weah, candidat à la présidentielle, a haussé le ton mercredi, 2 jours après la suspension du processus électoral. Il réclame sa relance rapide et la tenue du second tour, dont la date n'est pas encore fixée. Le second tour de la présidentielle au Libéria devait opposer mardi dernier George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai, respectivement arrivé premier et deuxième, au premier tour du scrutin, le 10 octobre dernier. Mais la Cour suprême a suspendu lundi le processus en ordonnant à la Commission électorale nationale d'examiner un recours de Charles Brumskin, candidat du Parti de la Liberté, arrivé 3e. Ces procédures pourraient prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le parti a averti qu'il n'acceptera rien de moins qu'une reprise rapide du processus démocratique, tout en soulignant que toute tentative de détournement de la Constitution par des astuces politiciennes serait rejetée. Mardi soir, George Weah avait appelé ses partisans à rester calmes pendant la phase d'examen des recours de ses adversaires, qu'il avait qualifiés de vrais fauteurs de troubles. Pendant ce temps, au Togo, des milliers de manifestants demandant le départ du président Faure Gnassingbé sont à nouveau descendus dans les rues de Lomé ce mercredi. L'opposition a dénoncé une répression sauvage qui a fait 16 blessés par balles et bastonnades à Sokodé, fief de l'opposant Tikpi à Tchadam, et 3 blessés à Bafilo, dans le nord du pays. Deuxième jour de manifestation cette semaine à l'appel de l'opposition. Des milliers de manifestants demandant le départ du président Faure Gnassingbé sont à nouveau descendus mercredi dans les rues de Lomé. L'opposition, qui a prévu 3 jours de manifestation jusqu'à ce jeudi, a par ailleurs dénoncé une répression sauvage qui a fait une vingtaine de blessés la veille dans le nord du pays, où des manifestations ont été interdites malgré leur autorisation préalable par le gouvernement. Les manifestations de la première journée se sont relativement bien déroulées, sauf à Sokodé, Bafilo, à Néhan et à Tapamé. Ces répressions aveugles et sauvages ont occasionné à Sokodé au moins 16 blessés par balles et bastonnades, dont 3 ont été admis en réanimation. De plus, il y a eu 5 arrestations. À Bafilo, il y a eu 3 blessés, dont un handicapé qui a été tabassé. Quand on fait des mouvements comme ça, au bout il y a un dialogue. Et nous sommes d'accord pour dialoguer, mais nous sommes très vigilants. Nous n'irons pas là où on veut nous faire aller. Si on veut nous faire aller quelque part, nous savons où nous allons. Amnesty International a de son côté dénombré au moins 10 blessés qui étaient encore hospitalisés à Sokodé mardi, dont 1 par balle. On a dit de négocier, de parler entre nous. Ils sont partis à Sokodé pour tuer nos frères. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Est-ce qu'il y a de négociations là-bas? Là-bas au Sokodé, ce n'est pas les Togolais, c'est les Togolais. Pourquoi ils nous font comme ça? Donc, nous, on va marcher jusqu'à ils vont revenir sur la Constitution 92.
Dans un communiqué conjoint, l'Union européenne, les Nations unies et les ambassades de France, des États-Unis et d'Allemagne se sont contentés mardi d'accueillir positivement les mesures d'apaisement annoncées par le gouvernement, tout en appelant les manifestants à témoigner de leurs convictions par des moyens pacifiques. Au Zimbabwe, la passe d'armes se poursuit entre le couple présidentiel et le vice-président récemment limogé, Emmerson Mnangagwa. Le président Robert Mugabe et la première dame, visant l'ancien vice-président ce mercredi, ont déclaré qu'il n'y avait pas de raccourci pour devenir le leader du peuple. Leur déclaration intervient après que celui-ci ait annoncé avoir quitté le pays en raison des menaces incessantes qui pesaient sur sa personne. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe et la première dame Grace Mugabe ont profité d'un rassemblement de jeunes en soutien au couple présidentiel à Harare mercredi pour avertir qu'il n'y avait pas de raccourci pour devenir le leader du peuple. Attention, la jeunesse, soyez prudents. Il n'y a pas de raccourci pour devenir le leader du peuple. C'est aussi mon président. J'aime mon président. Je le respecte. Je l'aiderai à faire prospérer ce pays. Cette déclaration, qui vise le vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa récemment limogé, intervient après que celui-ci a annoncé mercredi avoir quitté le pays en raison des menaces incessantes qui pesaient sur lui. Promettant de revenir au pays pour diriger la formation politique, Emmerson Mnangagwa a accusé Robert Mugabe d'être une personne entêtée qui pense être en droit de diriger jusqu'à sa mort le Zimbabwe. Il a également promis de continuer le combat contre les dérives du président Robert Mugabe et de son épouse. Ils ont passé la frontière pour fuir la guerre, les meurtres et les viols. Il s'agit de plusieurs milliers de citoyens de la République démocratique du Congo qui se sont réfugiés ces dernières semaines en Zambie voisine. Mais il faut dire que le pays peine à les accueillir. Reportage. La plupart des quelques 600 000 personnes recensées par les autorités de Lusaka sont originaires du sud-est de la RDC, précisément des provinces du Haut-Katanga et du Tanganyika. Il s'agit de régions en proie à des affrontements entre l'armée régulière de Kinshasa et des milices. À en croire le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, cette vague est la plus importante depuis 5 ans en Zambie. La plupart des réfugiés mettent en cause les troupes du président congolais Joseph Kabila, à leurs yeux responsables des pires atrocités commises dans le sud-est de leur pays. Pour l'instant, ils se sont installés sur les bords du lac frontalier Moero, dans de précaires quartiers. Une fois en sécurité dans les camps de transit, la vie reste cependant compliquée. Les rations alimentaires sont comptées et le paludisme menace. Le camp de transit de Kenane, dressé par le HCR, s'étend sur 56 hectares. L'agence assure aussi de fournir quotidiennement 400 grammes de maïs et 60 grammes de riz pour chaque famille. Le climat politique est très tendu en RDC en raison du maintien au pouvoir du président Kabila. La commission électorale a finalement annoncé début novembre que la présidentielle se tiendrait le 23 décembre 2018. Hors du continent africain, le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé ce mercredi la saisie d'une cargaison de 12 tonnes de cocaïne. Et selon l'ONU, cette saisie est un record historique pour la Colombie, premier producteur mondial de cette drogue. D'une valeur estimée à 360 millions de dollars, cette saisie de drogue intervient peu après que le président américain Donald Trump ait réitéré sa préoccupation face à l'extraordinaire expansion en Colombie des plantations de coca. Nous avons fait la plus importante saisie de l'histoire. Jamais auparavant, depuis que nous avons commencé il y a plus de 40 ans à lutter contre le narcotrafic, nous n'avions effectué une saisie de cette ampleur. Toneladas de cocaína. Este kilo de cocaína
Ce kilo de cocaïne vaut ici $1 500. Dans le marché nord-américain, ça grimpe à $30 000. Si nous multiplions ce kilo par plus de 12 tonnes de cocaïne saisie, ça veut dire que la valeur de cette saisie est de plus de $360 millions. La cargaison saisie dans une zone de production de bananes du département d'Antioquia appartenait au chef du clan d'El Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, qui est actuellement l'homme le plus recherché en Colombie. Les États-Unis ont offert une récompense de $5 millions pour son arrestation. Et selon les Nations Unies, qui considèrent la Colombie comme le premier producteur et exportateur de cette drogue, entre 2014 et 2016, les cultures de coca sont passées de 69 000 à 146 000 hectares. L'indépendantiste Carles Puigdemont, président destitué de la Catalogne, a demandé aux dirigeants de l'Union européenne de cesser de soutenir un coup d'État contre sa région. Les plus indépendantistes des Catalans paraissent, eux, avoir déchanté sur les chances réelles de sécession. Selon un sondage publié ce lundi par le quotidien La Vanguardia, seuls 15% y croient désormais. Quelques 200 maires indépendantistes ont manifesté à Bruxelles, dans le quartier des institutions européennes. Carles Puigdemont a qualifié de coup d'État la mise sous tutelle de la Catalogne, décidée par le gouvernement central. Les élections régionales sont prévues le 21 décembre. Carles Puigdemont avait défendu un front commun indépendantiste à ces élections imposées en Catalogne par Madrid pour tenter d'apaiser la crise. Et j'invite à toutes les autorités et surtout les Espagnols à assurer la normalité démocratique de les prochaines élections. Sans des prisonniers politiques, sans des policiers qui menacent la diversité d'opinion dans notre rue, sans répression, sans limite aux idées des autres. Citoyens européens, l'Europe a été mieux protégée par toutes ces personnes qui ont protégé les urnes, les collèges électoraux, que par la police qui a battu à tous ces gens. Le chef du gouvernement espagnol s'est exprimé devant le Parlement sur la crise catalane mercredi. Mariano Rajoy souhaite que les élections prévues le 21 décembre dans la région indépendantiste ouvrent une nouvelle page politique qui sera signe de tranquillité, de normalité et de coexistence pour le pays. Aujourd'hui, il faut s'occuper de l'avenir et cet avenir doit commencer par ces élections du 21 décembre, au cours desquelles j'espère qu'il y aura une participation massive pour que les gens soient conscients de l'importance de ces élections. J'espère que ces élections serviront à ouvrir une nouvelle étape politique qui doit nécessairement être une étape de coexistence dans laquelle les règles du jeu doivent être respectées et surtout une étape qui contribuera à la reprise de l'économie espagnole. 8 des 13 ministres conseillers de l'exécutif régional destitués par Madrid sont écroués après avoir été inculpés, notamment pour rébellion, sédition et détournement de fonds publics. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Ne zappez surtout pas, l'information continue sur Sika.